Station, la station de la station. Queerness, in a way, saved my life. Often we see queerness as a deprivation, but when I look at my life, I saw that queerness demanded an alternative innovation from me. I had to make alternative rap. It made me curious. It made me ask, is it enough for me? Une traduction la plus fidèle possible des mots d'Ocean Vuong que vous venez d'entendre serait « Être queer m'a sauvé la vie » en quelque sorte. J'imagine souvent l'identité queer comme une dépossession. Mais quand je jette un œil à ma vie, je vois que mon identité a exigé de moi que j'innove. J'ai dû créer des routes alternatives. Elle m'a rendu curieux et m'a fait me demander « est-ce suffisant ?» Comme beaucoup de personnes queer, Ocean Vuong, auteur et poète vietnamien-américain, s'est interrogé sur sa place dans une société figée, dans un monde patriarcal, hétéronormé et hautement discriminant. En tant qu'homme queer racisé vivant aux États-Unis, Ocean a dû essuyer les plâtres parce qu'il se place à l'intersection entre l'homophobie et le racisme. Sa queerness n'est pas juste une question de désir, mais un acte d'innovation et de transformation, comme il le dit lui-même. À travers son corps, chargé de la mémoire de la guerre et des blessures familiales, il incarne la douleur et la beauté d'une identité multiple, traversée par le racisme, le deuil, la résilience, et comment l'amour queer peut être un acte de guérison dans un monde marqué par la violence. C'est dans ces situations désespérées qu'on se retrouve forcé de trouver un refuge, le plus souvent entre nous. Alors on se questionne ensemble sur la transgression des normes de l'amour. Bienvenue à tous dans cette nouvelle émission de Softover. Je suis Atessa et je vous retrouve en solo acte complet aujourd'hui. Il n'y a que moi qui parle, vous allez entendre que ma voix, pour discuter ensemble de la complexité de l'amour queer ou comment les relations queer transgressent le modèle hétéronormé. Il me semble que c'est la 9e émission, enfin le 9e épisode. Vous me direz si je me trompe. C'est un sujet hyper vaste sur lequel je m'interroge depuis quelques années maintenant. En fait, quand j'ai réalisé que j'étais lesbienne, après avoir cru que j'étais bi pendant 5 ans, c'est une phase par laquelle on passe tous. Une phase, j'appelle ça une phase. Mais c'est vrai, quand on est lesbienne, on passe par ce moment où le moment compète. C'est comme ça que les Américains l'appellent. L'hétéro compulsive, où on se dit « Non mais c'est sûr que je suis attirée par des hommes ». Et quand je suis finalement arrivée à la conclusion que non, et c'est OK, j'ai voulu rattraper mon retard et me lancer dans la dating scene lesbienne directe, en fait, sans préambule, sans compréhension de mon environnement. Et je vais pas vous mentir, ça a été un peu une claque au début. C'était un ajustement. Mais petit à petit, je me suis rendu compte que mes relations qui naissaient de ces rencontres étaient hyper particulières, tant dans leur nature que dans les interactions que j'avais avec ces personnes. Elles étaient belles d'une façon que j'avais jamais vécue jusqu'à présent. Et donc, ça m'a fait me poser la question de ce qu'il y a de différent dans mes relations queer. Et j'en suis venue à quelques observations qui, je l'espère, seront partagées par certains, certaines. En tout cas, j'avais besoin de me sortir ça de la tête, donc here we are. L'amour dans les relations queer suit un schéma complexe. On a pour vocation de s'extirper des normes inscrites dans nos institutions et de se créer une nouvelle norme antinormative, en quelque sorte. Un espace entre règles et chaos. Parce qu'être queer, et donc aimer en étant queer, c'est pas seulement une question d'orientation. C'est avant tout un prisme par lequel on voit le monde et l'image qu'il nous renvoie. C'est une déconstruction consciente qui demande qu'on se questionne sur la société qui nous entoure et les systèmes qui sont mis en place. Donc on se demande pourquoi sont-ils mis en place, à qui profitent-ils et qui en subit les conséquences. Aimer en étant queer, c'est aussi devoir accepter de ne pas être à sa place dans un système qui nous rejette. C'est devoir faire le deuil de schémas qu'on nous a inculqués depuis l'enfance, dont le schéma typique de l'amour. Je pense au mariage, par exemple, qui est le modèle conformiste par excellence. Et je me pose la question de sa nécessité. Est-ce que se marier et fonder une famille en tant que personne queer, c'est réellement une libération ? Est-ce qu'on ne joue pas le rôle de notre oppresseur ? Est-ce qu'on ne joue pas son jeu, finalement ? C'est évidemment dans un contexte différent que je le cite, mais Frantz Fanon disait que le colonisé rêve de possession, de s'asseoir à la table du colon, de coucher dans le lit du colon, avec sa femme si possible, que le colonisé est envieux. Et je ne peux pas m'empêcher de transposer cette citation à notre situation en tant que personne queer racisée. Et bien sûr, personne queer en général. Ce besoin d'intégration et de mimétisme de l'oppresseur est-il vital à notre libération ? Évidemment, je vous dis ça en tant que femme lesbienne qui ne souhaite ni se marier ni avoir d'enfants.
Je considère d'ailleurs l'institution même du mariage comme étant oppressive, mais ça, on y reviendra un peu plus tard. En tout cas, devoir faire face à la réalité que notre identité est un frein à l'intégration au modèle hétéronormé, c'est une première phase de deuil. Et puis, à force d'avancer, on se rend compte qu'on n'est pas seul dans tout ça. Ce qu'on ressent, d'autres l'ont vécu aussi. Et c'est là que quelque chose se rejoint presque naturellement. Il y a une peine inhérente avec le fait d'aimer en étant queer. Une nostalgie commune qui nous prend et nous réunit en quelque sorte. Une forme de réconfort de se dire que cette peine existe, qu'elle est tangible et qu'elle nous porte ensemble. J'écoute la chanson d'un garçon qui raconte avoir été invité au mariage de son amour secret de lycée et mon cœur se brise. Je pense à mes amours de lycée, à la douleur inavouable d'un amour impossible et je pense à quel point c'est beau que la douleur de ce garçon inconnu puisse résonner autant avec la mienne. Mon cœur s'éveille à la révélation qu'une œuvre ait été créée avec cette peine, avec l'image d'une personne inaccessible. Je pense qu'on est beaucoup à s'attacher à ces symboles de l'amour tragique, de la tragédie d'être queer, comme si elle résumait notre expérience. C'est pour ça d'ailleurs, je pense que mon film préféré est Brokeback Mountain, mais whatever. Mais notre amour est bien plus grand que ça, il est inquantifiable. Et nos relations interpersonnelles sont teintées d'ambiguïté dans la façon dont elles se construisent. Et catégoriser les formes d'amour en fonction des rôles prédéfinis par le modèle socio-hétéro nous enferme et nous empêche de réellement vivre, de créer, de briller et d'aimer. L'amour a tellement de facettes et on a tendance à porter une attention énorme sur les relations romantiques comme si elles étaient la quintessence de l'expérience amoureuse. Bell Hooks en parle d'ailleurs dans son œuvre À propos d'amour. Elle nous dit que l'amour, sur n'importe quelle forme, est un choix conscient, une action qu'on mène et pas seulement un simple sentiment sur lequel on tombe par mégarde. Elle offre aussi l'hypothèse que l'amour romantique et l'amitié sont en réalité deux faces d'une même pièce. C'est une hypothèse qu'on va d'ailleurs observer aujourd'hui. Je vous conseille d'ailleurs très vivement À propos d'amour. Alors pourquoi est-ce qu'on place l'amour dit romantique au centre de notre définition de l'amour et pourquoi lui donne-t-on autant d'importance dans notre culture ? La réponse évidente est l'influence des médias, du cinéma, de la culture et de l'éducation sur notre vision des relations. On a tous grandi avec des films à l'eau de rose, des livres de romances, des images de la finalité d'une vie et qui est trouver le grand amour. Surtout quand on grandit et qu'on est socialisé en tant que fille. L'objectif qu'on nous donne à la naissance est de trouver le prince charmant, fonder une famille, y vécure heureux jusqu'à la fin du temps, bref. Notre comportement social est donc conditionné avant même qu'on puisse se poser la question de ce qu'est l'amour, pourquoi est-ce qu'on en a besoin et de quel type d'amour on a besoin. Même si en réalité on connaît l'amour. Enfin, je veux dire, le premier amour qu'on rencontre dans notre vie, c'est l'amour familial, ou l'absence de l'amour familial. La réponse moins évidente, en revanche, c'est le paradoxe de la relation amoureuse hétéronormée dans un système capitaliste. Donc là, c'est un peu plus complexe. Le système capitaliste repose sur l'exploitation des travailleuses et travailleurs qui produisent ce qu'on appelle une valeur ajoutée. Autrement dit, plus que ce pourquoi elles sont rémunérées afin de générer plus de profits et reproduire la force de travail. Et c'est là que le modèle de la famille nucléaire entre en jeu. Typiquement, en sociologie, la famille nucléaire est comprise comme le foyer, le noyau familial, composé de 2 parents et des enfants. Cette famille nucléaire assure gratuitement la relève de la main-d'œuvre et permet donc aux capitalistes de maintenir un niveau de salaire bas. Elle reproduit en son sein les rapports hiérarchiques nécessaires au maintien de la société en classe et transmet les normes et valeurs dominantes comme l'hétérosexualité, les normes de féminité, de masculinité, etc. Ce système est d'autant plus toxique qu'il repose sur un système patriarcal qui exploite les femmes dans ces relations hétéros. Les femmes ont tendance à se noyer dans les responsabilités qu'impose le couple hétéro, à s'oublier et à endurer des comportements nocifs parce que l'amour est plus fort que tout, ou parce que c'est le type d'amour qui leur a été inculqué, ou parce qu'elles considèrent que l'amour romantique est une tâche quotidienne sur laquelle on travaille, et acceptent des comportements qu'elles n'accepteraient jamais dans d'autres relations. Dans ce cadre-là, la narration dominante impose un parcours linéaire comme s'il était naturel, alors qu'en réalité, c'est une construction sociale récente. Le schéma se présente le plus souvent comme ça. On a le couple exclusif, on se marie, on fait des enfants, on obtient la stabilité économique. En tout cas, c'est ce qu'on nous vend. Et tout autre type de relation passe complètement à la trappe, du coup. On a des amis quand on est jeune, puis on grandit, on rencontre la personne qui nous convient, on se marie, on emménage et on fonde une famille, whatever that means.
Cette injonction implique que l'amitié est transitoire, presque un entraînement avant la vraie vie, ce qui est totalement absurde. Ce schéma, en plus, est presque malsain, parce que l'idée même de devoir trouver une personne unique qui représente à la fois ton meilleur ami, ton meilleur partenaire, ton meilleur amant, ton meilleur coparent, ton meilleur colocataire, c'est juste impossible. En plus de ça, le couple est généralement aliénant. On le voit avec la génération de nos parents. Une fois qu'on a grandi et suivi bien sagement toutes les étapes tracées par le système, on se retrouve presque sans amis et on doit donc se reposer quasi à 100% sur son conjoint. Cette dépendance totale est dangereuse parce qu'elle favorise l'isolement, rend les personnes vulnérables aux dynamiques de pouvoir, crée un environnement où l'individu n'existe plus en dehors du couple. L'idée de l'amour romantique est aussi vague. Je ne sais pas si c'est que moi, mais le concept lui-même change selon les époques, les cultures et les classes sociales. On parle d'un sentiment qui serait universel alors qu'il est façonné par des normes précises. La passion doit être exaltée, la jalousie est perçue comme une preuve d'amour et l'exclusivité comme un standard universel. On sait tous plus ou moins ce que c'est d'être amoureux en vrai, qu'on l'ait vécu ou non. On a tous des représentations de cet amour romantique partout où on regarde. Ça fait des papillons dans le ventre, ça rend con, ça excite, etc. On recherche un amour inconditionnel dans ce schéma. Mais je me demande si ça vaut vraiment le coup. On nous laisse croire qu'on doit tout accepter, se sacrifier, se dissoudre dans l'autre, alors que l'inconditionnalité la plus complète et la plus saine existe souvent dans l'amitié, dans la famille choisie, dans les liens communautaires. Alors pourquoi donner tant d'importance à cette idée qu'on se fait de l'amour romantique, si ce n'est pour perpétuer un système ultra répressif ? Un système qui repose sur des foyers nucléaires isolés, plus faciles à contrôler, plus dépendants des structures économiques et moins solidaires entre eux. En valorisant un seul type de relation, il affaiblit toutes les formes de soutien collectif. C'est là que les relations queer sont transgressives. Je pense à mes relations en particulier. Mes relations amicales sont imprégnées d'une romance que j'imaginais partager avec une partenaire. Aujourd'hui, je me rends compte que j'applique des codes d'amour romantique à mes amitiés. Je sais qu'on prévoit des plans sur 20 ans, quoi. On prévoit nos plans de vie ensemble. Les relations amicales sont d'autant importantes pour les personnes queer. Les premières interactions de socialisation sont cruciales au développement de l'enfant et le rejet des parents en première instance est la forme de négligence la plus dévastatrice parce qu'elle forme les relations futures de l'adulte. Les jeunes queers sont 2 à 3 fois plus sujets à des violences verbales, psychologiques et physiques et doivent dans la grande partie des cas trouver refuge ailleurs. Ne serait-ce que maintenir le contact et trouver un peu d'amour et de soutien auprès de sa famille de naissance se trouve être très compliqué une fois que le coming out est fait, si jamais il est fait. Et c'est là qu'entre en jeu la notion de famille choisie. J'en parlais un peu plus tôt, mais sans vraiment avoir donné d'explication. Je vais parler en particulier de cette notion au sein des house et des relations interpersonnelles qui s'y créent. La famille choisie dans ce cadre est une famille créée par des personnes qui n'ont plus de soutien chez elles ou qui ont besoin d'un espace où elles peuvent être elles-mêmes en sécurité. Freud, dans son ouvrage Totem et Tabou, qu'il publie en 1913, explique que chaque sujet a besoin d'une structure familiale pour se développer psychiquement. La house recrée une structure qui donne des limites, du désir, une place symbolique et permet le développement d'un individu au sein d'une place qui reproduit la hiérarchie familiale. Les house vont aussi être un lieu d'expression et d'information d'identité, comme l'explique Mati Biaenda dans la médiation de ses œuvres, recherche sur la construction d'une identité transgenre au sein des familles choisies. Pour une petite backstory, les house naissent à New York à la fin des années 60, début années 70. Et les drag balls existaient bien déjà depuis le XXe siècle, mais les personnes noires et latinas y étaient discriminées, exclues des catégories les plus prestigieuses et notées selon des critères racistes. Crystal LaBeija, d'ailleurs, fonde la House LaBeija en 1967, première house moderne, et elle le fait simplement à la base pour créer un espace de compétition non blanc, autonome et égalitaire. Pour un peu plus de contexte, la naissance des house ne peut être comprise qu'en relation avec plusieurs facteurs. D'abord, on a la crise urbaine à New York, c'est une période de désindustrialisation, avec une forte montée du chômage dans les quartiers afro-américains et latinos de New York notamment. C'est aussi la période de l'effondrement des services publics. Donc toutes ces conditions créent une forte précarité chez les jeunes queer racisés, souvent expulsés de chez eux. Et à ce moment-là, les house jouent le rôle de centre d'accueil. Elles deviennent alors des familles choisies,
avec un house mother et un house father, remplaçant du coup la famille biologique. Dans son ouvrage Des espaces autres, Foucault théorise que la house est une hétérotopie, c'est-à-dire un espace à part pour les personnes rejetées. Un espace où elles peuvent être elles-mêmes et exister autrement et créer. La crise du sida dès le début des années 80 a marqué une fracture nette avec la marginalisation accrue, un accès inégal aux soins et de fait un nombre de morts qui explose au sein de la communauté queer racisée. D'ailleurs, le documentaire Paris is Burning qui est sorti, il me semble, en 90, le montre. C'est un must-watch, honnêtement, je vous le conseille énormément. Et les houses, donc, du coup, dans ce cadre-là et à cette période-là, jouent un rôle de protection, d'entraide, d'éducation sexuelle et de solidarité matérielle. On a par exemple à l'époque les drag benefits, les bols caritatifs et d'autres events pour lever des fonds pour les personnes atteintes du sida. Et ensuite, en parlant plus précisément des relations entre les father et mother et kids, on peut parler ensuite de Lacan qui explique dans Notes sur l'enfant que le père et la mère sont des fonctions, pas des personnes biologiques. Dans une house, la mother et le father jouent exactement ces rôles symboliques. Introduire un ordre, transmettre un langage et donner une place dans la structure. Et c'est cette relation qui est centrale et fonctionne comme une relation parent-enfant, sans biologie ou même de lien juridique. Les jeunes qui ont parfois été rejetés par leur famille biologique ont besoin d'être guidés. Elle leur offre un cadre, une autorité bienveillante et une transmission exactement comme un parent symbolique. Pourquoi cette notion de famille choisie est si importante pour les personnes queer, en particulier la jeunesse queer ? On aspire à trouver une communauté et à se retrouver ensemble. Il y a d'ailleurs de nombreuses théories sur la création des groupes inconscientes et sur l'idée de qui se ressemble s'assemble. Cette honte et cette culpabilité qui s'emmagasinent au fil du temps parce que en tant que personne queer, on ne correspond pas aux attentes des personnes qui constituent le premier cercle de socialisation, en grande partie les parents et la famille proche, mais aussi la société qui nous entoure. Ça crée ce besoin de trouver des personnes qui nous ressemblent. Je pense que beaucoup vont se reconnaître dans cette idée que je me suis faite des relations au travers des années. Ce besoin de compartimenter mes relations en différents groupes. J'avais l'amour et les relations sexuelles d'un côté, et de l'autre côté mes relations platoniques et mes amitiés. Je faisais une séparation nette entre les deux pour m'y retrouver. Mais comme je le disais un peu plus tôt, maintenant je me rends compte que j'implémente une forme de romance dans mes relations platoniques, surtout avec mes amis queer. Et c'est une forme de romance que j'étais censée réserver à la personne, en fait. Et je me rends compte que ma relation avec moi-même et ma relation aux autres est beaucoup plus saine en sachant que j'ai pas besoin de faire reposer tout mon support système sur une seule personne. Et par extension, me retrouver complètement perdue et seule quand je perds inévitablement cette personne. C'est la raison pour laquelle je pense qu'il est crucial, dans notre communauté en particulier, de décentrer les relations amoureuses de nos priorités, si on veut réellement se déconstruire et s'extraire des modèles prédéfinis. C'est aussi une théorie un peu personnelle, mais je me suis posé la question pendant longtemps, je me demande si c'est la raison pour laquelle les relations queer, surtout les relations lesbiennes, parce que je m'y connais le plus dans ce type de relations-là, mais si ce genre de relations sont aussi précipitées. C'est un peu un mème dans la communauté, mais c'est vrai, ça se vérifie. Dans les relations lesbiennes, tu rencontres quelqu'un, tu passes quelques dates à trauma dump ensemble, t'échanges tes secrets les plus profonds, et 2 mois après, tu move out, genre, tu déménages à l'autre bout du pays et tu t'installes avec. Je me dis, est-ce que c'est par peur ? D'une certaine façon, est-ce que c'est par peur de perdre la personne et de se retrouver seule ? Parce que si on y réfléchit un peu, les endroits faits spécifiquement pour les rencontres sont rares dans notre commune. Il y a les bars, et encore, ils sont loin d'être tous inclusifs, et ils ferment les uns après les autres de toute façon. Mais pour faire de vraies rencontres qui ne sont pas basées sur le jeu du flirt et sur le sexe, ou qui suivent un script de la romance, on n'a pas énormément d'options en fait. Donc quand tu trouves quelqu'un qui te correspond à peu près, tu te lances tête baissée. Et tant pis si tu vois quelques red flags par-ci par-là. Tant pis si ça va trop vite. C'est qu'une théorie.
Après, à l'extrême opposé du spectre des rencontres, on a cet enchaînement hâtif des relations sexuelles. J'ai lu d'ailleurs récemment Ce que Grindr a fait de nous de Thibault Lambert, et il fait un travail de recensement hyper complet dans ce livre. Je le recommande vivement d'ailleurs. Dedans, il fait le constat de la transposition des codes de la scène homoérotique sur l'application, mais avec une notion plus pernicieuse de consommation là-dedans. Le but de cette application, d'ailleurs, 2-3 facts que j'ai appris en lisant le livre, j'ai appris que Grindr, c'était la première application de rencontre créée avec la géolocalisation intégrée. Hyper intéressant. Autre fact, le créateur de Grindr est israélien. Voilà. Anyway, donc le but de cette application, c'est de créer des liens futiles et éphémères le temps d'une soirée ou de quelques heures, de se retrouver, de faire ce qu'on a à faire et de se barrer. Évidemment, la notion de cruising, donc la recherche d'un partenaire dans un lieu public, qu'on a dans la scène gay depuis très longtemps, se retrouve aussi d'une certaine façon sur l'application, sur Grindr, mais de façon plus calculée. Il y a un script implicite que les utilisateurs apprennent à appréhender après quelques utilisations. Et même, à part la standardisation des relations que provoque Grindr, il y a d'autres problèmes sur cette application, qu'on retrouve aussi sur la scène gay évidemment, mais qui sont exacerbés en fait sur Grindr. On a le racisme évidemment, avec l'appli qui permet de s'attribuer une catégorie en fonction du stéréotype dans lequel tu veux t'engouffrer. Genre, typiquement, l'exotisme par exemple, avec... il avait donné cet exemple, rebeu XXL, que tu peux mettre dans ta bio. Évidemment, il y a aussi le problème de la grossophobie et de la transphobie qui s'y ajoutent. Les interactions qu'on retrouve sur les applis de rencontre en général sont très peu organiques. J'ai l'impression qu'on respecte tous un scénario et que si tu t'y détaches un tout petit peu, tu te fais ghoster. Probablement parce qu'on a l'illusion du choix et c'est ça qui donne ce sentiment de pouvoir sur d'autres personnes. C'est encore pire quand t'es queer sur l'application, encore pire quand t'es queer racisé, queer avec un handicap ou à l'intersection de tout ça, quoi. Pendant longtemps, d'ailleurs, je me suis demandé pourquoi il n'y avait pas d'équivalent à Grindr pour les relations saphiques. Je sais qu'à une période de ma vie, je pensais avoir besoin de ce type de relation, d'enchaîner. Je sais pas, je pensais que ça me ferait me sentir vivante, je pense, que j'aurais l'impression d'ajouter à ma valeur en tant que personne. Mais je me suis posée et j'ai un peu lu, j'ai compris. Ce livre d'ailleurs, ce que Grindr a fait de nous, en parle un peu. Il y a pas mal de facteurs qui rentrent en jeu dans la raison pour laquelle il n'y a pas d'équivalence. La dating culture déjà est très différente pour les femmes, personnes affab et personnes faibles, en raison des différences de construction sociale entre les hommes et les femmes. Parce que oui, l'identité queer, ça n'efface pas des décennies et des décennies de socialisation différentielle entre hommes et femmes. Rien que le manque de bars lesbiens s'explique par la misogynie, la lesbophobie et les inégalités économiques entre hommes et femmes. Mais la différence de consommation du corps est qu'il n'y a pas de recherche généralisée de l'immédiateté dans les relations lesbiennes. Et les relations ne sont pas forcément axées sur le sexe en première instance, mais sur ce jeu de séduction qui arrive avant le sexe. Donc cette consommation du sexe est faite de manière hyper différente. C'est pas pour nier que ce type de relation existe aussi sur les lesbiennes, chez les lesbiennes, comme je le disais, c'est le type de relation que je recherchais à un moment donné. Mais en général, ces relations dénuées d'émotions réelles sont, je pense, un signe que l'amour dans notre communauté, mais aussi dans notre société, est en perdition. Et que transgresser ce modèle de la marchandisation du sexe est un pas supplémentaire vers la libération. Young people, Lord, do they still call it infatuation? That magic axe that chops away the world in one blow, leaving only the couple standing there trembling? Whatever they call it, it leaps over anything, takes the biggest chair, the largest slice, rules the ground wherever it walks, from a mansion to a swamp, and its selfishness is its beauty. Before I was reduced to sing-song, I saw all kinds of mating. Most are two-night stands trying to last a season. Some, the riptide ones, claim exclusive right to the real name,
even though everybody drowns in its wake. People with no imagination feed it with sex, the clown of love. They don't know the real kinds, the better kinds, where losses are cut and everybody benefits. It takes a certain intelligence to love like that, softly, without props. But the world is such a showpiece. Maybe that's why folks try to outdo it, put everything they feel on stage, just to prove they can think of things too. Les personnes sans imagination l'alimentent avec le sexe, le clown de l'amour. Elles ne connaissent pas les vraies formes, les meilleures, celles où l'on accepte les pertes et où tout le monde y gagne. Il faut une certaine intelligence pour aimer ainsi, avec douceur, sans artifice. Mais le monde est un tel spectacle que peut-être les gens essayent de le surpasser, de mettre tout ce qu'ils ressentent en scène juste pour prouver qu'eux aussi savent inventer des choses. Toni Morrison, celle qu'on vient juste d'entendre, était romancière, essayiste, ça va être long, critique littéraire, dramaturge, librettiste, professeure de littérature et directrice de publication nord-américaine. Elle a aussi remporté un prix Nobel en littérature en 1993. C'était vraiment, vraiment une grande dame. Je recommande très, très, très vivement son œuvre, en particulier son premier roman The Bluest Eye. Enfin bref, le passage qu'on vient d'entendre est tiré d'une interview à la sortie de son œuvre Love, parue en 2003. Elle parle des liens éphémères créés grâce au sexe et de la peur de former les liens qui ont une substance. Autre ouvrage que je recommande vivement. Ce que je trouve particulièrement intéressant dans ce passage, c'est la critique de la performance de l'intimité sans réel désir de connexion, par peur d'être perçu ou d'être vraiment aimé. Comme je le disais, transgresser les normes de l'amour passe aussi par une déconstruction de ses propres codes, de nos propres codes, qui nuisent à notre libération. Notre amour est transgressif dans sa nature même. Il n'a pas peur de ne pas respecter l'ordre établi et est à l'origine de tant d'avancées en matière d'appréhension du corps, de la sexualité, des relations platoniques, etc. Mais notre libération tient de notre volonté à outrepasser les normes imposées et à nous défaire des idéaux cis-hétéros. Je remets en cause le besoin de non-conformité, non pas parce que je rejette en bloc les avancées de mes aînés et le chemin parcouru jusqu'ici, mais parce que je suis certaine que notre amour fleurit et prospère dans un environnement où on est libre de toute injonction créée par un système qui ne veut pas de nous. On ne choisit pas sa famille, mais on peut choisir la communauté qui nous entoure. Et je suis heureuse aujourd'hui de pouvoir regarder autour de moi et apprécier les rencontres que j'ai faites et me dire que mes sentiments sont partagés. J'ai encore beaucoup à apprendre de l'amour, évidemment, et j'ai hâte de pouvoir le faire aux côtés de celles qui m'entourent. Voilà, c'est à peu près toutes les idées que j'avais en tête. Comme je le disais, c'était un sujet très très vaste que j'ai pas fini d'aborder. J'ai encore beaucoup à apprendre. Ce sujet, il m'est venu en tête il y a quelques mois, quand je suis tombée sur une interview d'Alok Menon. Il me semble que c'est comme ça qu'on prononce son prénom. Dans cette interview, elle disait que ses relations platoniques étaient aussi romantiques que l'idée qu'on se fait d'une relation amoureuse. Et je me suis énormément reconnue dans ces paroles. Et j'ai trouvé ça très intéressant comme idée de vouloir briser les lignes, les limites qu'on place entre les relations interpersonnelles. J'ai trouvé ça hyper intéressant. Et petit à petit, j'ai commencé à me questionner sur mes différents types de relations, sur pourquoi je relationnais comme je le faisais, d'où ça venait, et ce que je pouvais apprendre de ceux qui sont arrivés avant moi. C'était un sujet qui m'a vraiment beaucoup portée ces derniers mois. Et comme je le disais, j'ai encore beaucoup à apprendre, et je pense que ce sujet, j'en suis pas arrivée au bout. Et maintenant que j'ai sorti tout ce que j'avais en tête, j'aimerais bien savoir ce que vous en pensez. Je sais que c'est un sujet qui parle à tout le monde, en fait, l'amour. Peu importe le type d'amour, on en a tous besoin, on s'attache à trouver l'amour, de quelque forme qu'il soit. Donc voilà, c'est comme ça que se termine ce 9e, I think, épisode de Softover. Ça a été un plaisir et je vous retrouve très bientôt pour le prochain épisode. Bye bye!